Il faut reculer l'âge minimum du mariage pour les femmes. C'est le plaidoyer de la première dame auprès du président de l'Assemblée nationale. Demande formulée au cours d'une audience que Bala Alassane Sakandé a accordée ce matin à celle qui est par ailleurs présidente de la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Et puis, nous vous emmenons ce soir dans l'univers d'une école primaire qui ploie sous le poids des difficultés à Tialgo. Vous verrez des conditions d'études inimaginables pour 169 élèves en classe de CP2 et de CE1. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Mais avant de développer ces titres, d'abord ces images. Une grève aux méthodes inhabituelles au Burkina. Les agents de la SGBB, la Société Générale des Banques du Burkina Faso, ici portant des brassards rouges tout en travaillant. C'est la stratégie de lutte qu'ils ont adoptée pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. La grève a commencé depuis le 22 décembre dernier. Une conférence de presse est prévue le 28 décembre prochain par le personnel de la banque pour plus de précisions sur son mouvement d'humeur. Voilà, à présent, cette audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée à la première dame ce matin, Sika Kaboré, par ailleurs présidente de la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants, est allée plaider auprès d'Alassane Bala Sakandé pour une législation plus renforcée contre le mariage précoce. Elle demande notamment que l'âge minimum pour le mariage des femmes qui est de 18 ans actuellement soit repoussé. Natacha Ouedraogo. 51,6% d'enfants de moins de 18 ans sont mariés au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres occupe la 5e place au rang mondial. Il n'en fallait pas plus pour pousser l'épouse du chef de l'État à l'action. Sika Kaboré, présidente de la Coalition nationale de lutte contre le mariage d'enfants, a décidé d'impliquer les élus nationaux dans son combat. En ce lendemain de Noël, elle est venue exposer au président de l'Assemblée nationale ses préoccupations et attentes dans le cadre du déroulement des activités de la coalition en 2018. Et il s'agit principalement d'organiser un plaidoyer ici même au niveau de l'Assemblée nationale pour sensibiliser nos honorables députés sur la question des mariages d'enfants et voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent accélérer le processus d'adoption du nouveau code des personnes et de la famille. Comme vous le savez, ce code a été révisé et jusqu'à présent est en attente d'être adopté dans son nouveau format. Donc il s'agit pour nous d'une question importante puisqu'il s'agit de relever l'âge du mariage des filles au Burkina Faso. Alassane Bala Sakandé s'est comporté une fois de plus en Père Noël. Le président de l'Assemblée nationale promet agir très rapidement pour mettre fin à cette pratique qui nuit à l'épanouissement des enfants. En bon père de famille qu'il est, il a été sensible donc à nos préoccupations et il nous a promis de s'atteler à voir comment organiser très rapidement cette séance de plaidoyer que nous appelons de tous nos voeux. Il nous a promis d'être présent lui-même à cette occasion pour, au devant de l'Assemblée, du haut du perchoir, s'engager lui-même sur cette question et voir également avec les différents ministères concernés par la question des mariages d'enfants, voir comment accélérer le processus pour que lors de la session sur les lois qui débute en mars 2018, que la loi sur le code des personnes et de la famille soit sur sa table. Sika Kaboré a aussi présenté ses encouragements et ses félicitations à Alassane Bala Sakandé pour son élection à la tête de la représentation nationale. C'était également l'occasion pour présenter la coalition au président de l'Assemblée nationale. Je vous emmène maintenant à Tialgo, dans la commune de Koudougou. Dans ce village, une des écoles primaires n'a que 2 classes, mais là n'est pas le problème. Le véritable drame, c'est l'état des bâtiments en question, des murs fissurés, parfois avec des trous béants. Le toit, lui, est en paillote. Une construction donc presque à ciel ouvert, exposant quotidiennement les élèves à la pluie, au vent, au soleil et à la poussière. Des conditions d'études presque préhistoriques que je vous propose de suivre. Et c'est un dossier signé de l'excellent Roméo Koeta.
Tialgo, village de la commune de Tenado, situé à 25 km de Koudougou. Nous sommes à l'école primaire publique D de Tialgo, une des écoles primaires de la circonscription éducative de base de Tenado 1. Elle n'a que 2 classes, le CP2 et le CE1, qui totalisent 169 élèves. C'est jour d'école et les élèves s'apprêtent à reprendre les cours de l'après-midi. Au CE1, les élèves ont rendez-vous avec la lecture. Mais les livres sont insuffisants, le texte est donc mis au tableau. Vous voyez cette leçon de lecture que nous venons de présenter, elle devrait être faite dans les livres. Mais nous n'avons pas de livres de lecture suffisants. Voilà, pour une classe de 91 élèves, voilà, nous n'avons qu'une vingtaine de livres. Voilà. Il n'y a même pas un livre pour 4 élèves. Donc on ne peut pas faire les séances de lecture dans les livres. Là, c'est un gros problème pour nous. Cette classe de CE1 compte 91 élèves, soit 45 filles et 46 garçons, repartis sur 22 tables bancs. Une situation difficile pour les évaluations. Au niveau des évaluations, vraiment, c'est un gros problème. Le législateur nous dit qu'on doit faire au moins 2 devoirs par jour. Alors qu'avec les effectifs que nous avons, 5 élèves sur un seul table banc, ils ne peuvent pas s'asseoir au même moment pour faire le devoir. On est obligé de mettre une partie de la classe dehors, finir avec une première partie et faire entrer la seconde partie. Vous voyez que c'est très difficile. Un bémol pour les évaluations, mais aussi dans le respect du programme. Tialgo D a débuté les cours le 2 novembre, quasiment un mois après la rentrée officielle intervenue le 2 octobre à l'échelle nationale. La raison, il fallait attendre la fin des récoltes pour avoir des tiges de sorgho pour renforcer les toitures des classes, mais s'assurer aussi d'être totalement hors de la saison pluvieuse. On est obligé de commencer après les autres et on termine avant les autres, puisque quand il pleut, nous ne pouvons pas travailler à l'école. Donc on commence après les pluies et on finit avant les pluies. Les salles de classe sont construites grâce aux cotisations des parents d'élèves depuis 2 ans. Mais l'infrastructure est déjà vétuste. Une toiture en paille qui menace de céder, un mur fissuré qui protège à peine contre les intempéries. Les enseignants expriment leur désenchantement. Moi-même, vraiment, je suis blindée maintenant. Ça veut dire que le rhume là même, ça me dit rien maintenant. Puis tout le temps, on est dans la poussière ou rien. On est tout le temps dans la poussière. En plus de ça, la classe là même, ça ne donne pas courage même de travailler dans cette salle là. Vraiment, ça ne donne pas courage. Tu es là, la tête là, pour bien t'arrêter même, vraiment, tu as des difficultés. Pour marcher même, circuler dans les rangées, voir ce que les enfants font là même. Il faut vraiment prendre vraiment précaution. Donc vraiment, c'est pas facile. Ouverte en 2015, la première promotion de CP1 est aujourd'hui au CE1. La deuxième est au CP2. Cette année scolaire 2017-2018, l'école n'a pu recruter au CP1 puisqu'elle ne compte que 2 salles de classe. Les enseignants en appellent à l'État et aux bonnes volontés. Pour même se soulager même comme ça là, c'est tout un problème. Une fois moi je me rappelle, j'ai quitté ici pour aller à Tenado, chez moi me soulager et puis revenir. Parce que vraiment, c'est pas facile. Donc je voulais demander tous ceux-là qui peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Au ministère en charge de l'éducation nationale, les autorités estiment que des efforts sont consentis pour normaliser les écoles sous Payotte. À la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, on dresse un bilan satisfaisant. Sur les 4353 classes sous Payotte répertoriées en 2015, 1263 ont été construites en 2017. En 2016, on a réalisé avec l'appui des partenaires 505 salles pour résorber les classes sous Payotte. Et en 2017, 758. Voilà. Donc, ce qui fait en tout 1263 salles de classe qui ont été réalisées pour la résorption des salles sous Payotte. Mais par ailleurs, ça il faut le dire, ce n'est pas que ça que nous faisons. Nous avons construit aussi des salles de classe pour normaliser des écoles qui étaient à 3 classes et qui devaient passer à 6 classes. Mais pour mettre fin à ce type d'école, le ministre a donné l'ordre aux responsables régionaux et provinciaux de l'éducation d'interdire la création de nouvelles écoles sous Payotte. Le ministre a envoyé en tout cas une note très claire à tous ces services déconcentrés, les DR, les directeurs provinciaux, pour leur dire que
il n'autorisait pas la création de ces salles-là sous Payotte. Voilà. Parce que effectivement, certains estiment que bon, c'est un moyen, comme vous dites, de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement, mais c'est dommage parce qu'on place les enfants dans de mauvaises conditions d'études. Dans son programme de société, le président Roch-Marc Christian Kaboré a prévu normaliser toutes les classes sous Payotte au Burkina Faso avant la fin de son quinquennat. Environ 2 ans avant l'échéance, les enseignants et les élèves de l'école primaire publique D de Tialgo, comme ceux des 3000 autres écoles encore sous Payotte du Burkina Faso, croisent toujours les doigts. Voilà, pas du tout facile d'enseigner et d'étudier à l'école primaire publique D de Tialgo. On parle toujours d'éducation, mais dans un tout autre cadre. La fêtière des ONG et associations actives en éducation des bases a procédé au renouvellement de son conseil d'administration. Et c'est Zenabo Ouedraogo qui a été élue à la tête de la structure pour les années à venir. Et elle compte bien, elle et son équipe, relever les défis immenses de ce secteur en s'appuyant sur la bonne volonté de tous les acteurs concernés. Arsène Kanditamde. Du changement à la tête du conseil d'administration, du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Zenabo Ouedraogo vient d'être élu à la tête du conseil d'administration de cette organisation. Le nouveau conseil place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis du conseil d'administration sortant. Il se fixe également de nouveaux objectifs, comme le renforcement du réseautage pour plus d'adhésion à la structure. Bon, les projets, c'est le partenariat. Voilà, nous avons entamé des démarches pour créer de nouveaux partenaires. Et je prends l'exemple, nous sommes en train de nouer un partenariat avec la mairie de Ouagadougou, avec l'ensemble même de la NBF. Voici par exemple un partenaire sûr pour nous. Il y a des partenaires techniques et financiers que nous avons approchés. Le bilan du précédent conseil d'administration est jugé satisfaisant par le secrétariat exécutif. Entre autres acquis, la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes et le renforcement de la visibilité de la structure. Le conseil a travaillé en tout cas à développer et à soutenir les initiatives pour la recherche dans le cadre des innovations pédagogiques, le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif et aussi la lutte contre un certain nombre de phénomènes comme les grossesses en milieu scolaire. Et l'un dans l'autre, d'une façon ou d'une autre, on peut dire que véritablement ce conseil a eu un mandat qui a apporté un plus à ce que ses prédécesseurs lui ont laissé. Pour faire face à la raréfaction des ressources qui touchent le monde associatif au Burkina Faso, le cadre de concertation prévoit une stratégie de mobilisation de ressources en vendant son expertise. Le nouveau conseil d'administration est élu pour un mandat de 2 ans. Changement de cap. Après 17 ans de service à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, le professeur Aimé Nianogo fait valoir ses droits à la retraite. Il a été décoré par l'État pour service rendu, une manière de lui traduire la reconnaissance de la nation. Safia Toubalima, Rémi Lambert-Nébier. 17 ans de service à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. 17 ans d'engagement pour la cause de la nature. Le professeur Aimé Nianogo reçoit ici la reconnaissance du gouvernement. Admis à la retraite, il est fait chevalier de l'ordre national. Si vous comparez à il y a 20 ans, il y a très peu de gens qui parlaient d'environnement. Quand on parlait de changement climatique, bon, il y en a qui y croyaient, d'autres pas. Quand on parlait de biodiversité, c'est également une grande inconnue. Aujourd'hui, les Nations Unies et tout le monde parle de biodiversité, de changement climatique. Donc on a bien compris qu'il y a un ensemble de soucis et qu'il faut travailler à lever ces soucis, à faire en sorte que la biodiversité prospère, à faire en sorte que le changement climatique recule et à faire en sorte que, au finish, l'être humain vive mieux sur la Terre et que cette Terre reste durable en termes de capacité d'accueil des populations humaines et de la biodiversité. La préservation de la nature est une mission exaltante, déclare le récipiendaire. Il se souvient cependant des difficultés qu'il a dû affronter pendant ses 17 ans de service. Les difficultés, c'est quoi? C'est le problème de capacité et ensuite la question des financements parce qu'il y a beaucoup à faire, donc il faut beaucoup d'argent. C'est également la mobilisation des communautés parce qu'elles sont souvent confrontées à des choix dramatiques.
Si vous prenez un parc comme le PNKT qui est entouré, le parc national Kaboré-Tambi qui est entouré d'un très grand nombre de communautés, c'est très difficile. C'est un parc mince qui s'étire en longueur, donc sa conservation pose problème parce que ça aurait été plus facile de conserver un grand cercle ou bien un grand carré où il n'y a que 3 ou 4 communautés autour. Il faut faire en sorte que les communautés elles-mêmes, les paysans eux-mêmes soient les conservateurs. Parce qu'après tout ce qu'on fait, c'est par rapport à eux, c'est par rapport au futur de leurs enfants. Emenia Nwogo a marqué ses collaborateurs à travers sa clairvoyance stratégique, sa rigueur au travail, diront-ils. Des qualités qu'il aura mis au service de l'UICN près de 2 décennies durant. On reste dans le registre des distinctions et justement, ils se sont distingués par le paiement régulier de leurs impôts. Plusieurs contributeurs des services des impôts ont été honorés par le ministère de l'Économie et des Finances pour leur sens élevé du devoir civique. Luc Pabelgem. Ici, au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement sont réunis les meilleurs clients des services des impôts au Burkina Faso. Ils ne sont pas forcément les plus nantis, mais ce sont les plus soucieux du devoir fiscal qui astreint chaque citoyen pour avoir réglé leurs impôts à jour, déclaré l'ensemble de leurs revenus et tenu leurs comptes à bonne date. Une soirée de reconnaissance leur est dédiée. Être un bon contribuable, c'est déjà un devoir pour tout opérateur économique. Mais quand vous le faites et que vous vous rendez compte que cela est reconnu par l'administration et surtout par le ministre lui-même, elle-même, j'allais dire, ça fait plaisir et c'est encourageant pour tous ceux qui sont de bons contribuables. Je voudrais donc inviter tous les opérateurs économiques à faire en sorte à ce que nous puissions ensemble contribuer de façon consistante à la hauteur de nos activités afin que le ministère puisse avoir les capacités de réaliser donc le programme de développement du Burkina Faso. La cérémonie s'est déroulée devant l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui apprécient l'initiative. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement encourage ses partenaires à rester dans la même dynamique. Si vous avez des partenaires qui travaillent bien avec vous, si vous avez des partenaires qui sont des exemples, que vous puissiez magnifier cela et montrer en fait à la face de tout le pays qu'on peut être un bon contribuable, gagner sa vie, donc être un bon citoyen et être fier en fait de l'être. Donc c'est ce que nous avons voulu faire ici. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y a bien sûr l'État qui organise des cérémonies de décoration, il y a des médailles qui sont décernées. Mais nous, on s'est dit, au-delà de cela, nous avons des relations de proximité avec certains contribuables qui sont dans l'ombre. Donc nous voulons vraiment les sortir un peu de cette ombre-là et montrer que nous sommes contents d'eux, qu'on les remercie pour l'accompagnement. Ces meilleurs contributeurs dont les mérites ont été reconnus sont des partenaires multilatéraux, bilatéraux et des ONG. Ils sont de plusieurs secteurs d'activité allant des télécommunications au transport routier de marchandises, sans oublier la production et la vente d'électricité, les banques, l'exploitation minière, les hydrocarbures, la vente de produits pharmaceutiques, le commerce général, l'extraction de minéraux et de métaux précieux. Ils sont 98 nouveaux agents de l'Institut national de la statistique et de la démographie qui ont prêté serment récemment et ils entendent faire honneur aux exigences liées à leur profession. Sandrine Zougouri. Habillés en blond symbole de la pureté et de la transparence, ces tout nouveaux agents de l'Institut national de la statistique et de la démographie prêtent serment ce 20 décembre. Ce geste rempli de sens symbolise leur détermination à servir la nation burkinabé et à honorer les règlements de leur métier. L'intégration de ces agents vient renforcer l'effectif des agents des services des statistiques. Les défis sont énormes parce que pour le développement d'un pays, on a besoin de statistiques fiables pour pouvoir faire la planification. Et la pratique de ces métiers aussi demande beaucoup d'attention et un certain nombre de défis à relever, notamment la loi statistique qu'il faut préserver, parce que généralement les personnes interviewées le font sous couverture de cette loi-là, qui dit qu'on ne doit pas divulguer l'information statistique de façon individuelle. On doit protéger l'information statistique parce qu'elle est confidentielle. Avant de prendre fonction, la prestation de serment est une étape très importante pour les responsables de cet institut, car exercer un tel métier nécessite une grande responsabilité. Oui, ça me fait plaisir de constater que justement l'entièreté, en tout cas de nos agents, s'est présentée pour la prestation, parce qu'effectivement c'est un élément important dans
la mise en œuvre de nos fonctions, il faut les informations qui sont collectées auprès de ceux que nous contactons doivent rester confidentielles. Et donc ça, c'est important que nos nouveaux collaborateurs puissent se prêter à cette exigence-là avant de commencer leur travail. Des consignes qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Ils s'engagent donc à garder la tête haute tout en mettant en pratique leur savoir-faire. Mon message est que toute la promotion et l'ensemble des personnes ayant prêté le serment aujourd'hui, on doit relever ce défi. On doit tout faire pour ne pas avoir de problèmes durant l'exercice de notre fonction. On doit rassurer aussi les enquêtés, les personnes interviewées, parce qu'une fois que ces personnes seront rassurées que les informations sont dans de bonnes mains, ils n'auront pas de problème à fournir les informations. Ces informations qui sont capitales et nécessaires pour une bonne planification. Et on sait que tout développement, la base de tout développement, c'est la planification. Ils sont 98 agents à rejoindre la grande famille des statisticiens. Pour faire une belle carrière et être des références pour les promotions à venir, le directeur général de l'Institut les a exhortés une fois de plus à être performants et assidus dans le travail. Mise en œuvre par la plateforme d'action à la sécurisation des ménages pastoraux et financé par le Fonds commun genre, le projet de réalisation de la mine laiterie au profit des femmes de Tambolo à quelques kilomètres de Pau a été soumis au traditionnel exercice de bilan 12 mois après son démarrage. Madina Sino. 12 mois de mise en œuvre du préfet, le projet de renforcement de l'émancipation socio-économique des femmes via leur mini-laiterie. Ici à Tambolo, le résultat est bien palpable. Ces femmes qui transformaient 15 litres de lait en yaourt par jour arrivent désormais à en transformer en moyenne 45 litres. Leur chiffre d'affaires s'est donc accru en un temps record grâce aux notions qu'elles ont acquises auprès de ce projet initié par la PASMEP, la plateforme d'action à la sécurisation des ménages pastoraux financée par le Fonds commun genre. Avec l'arrivée du projet, la majorité des femmes de Tambolo ont eu des emplois. La vente de lait, par exemple, nous permet d'avoir des revenus qui nous permettent d'assumer certaines dépenses familiales. Ce mois de décembre marque la fin du préfet à Tambolo, mais les femmes de cette localité pourront toujours compter sur l'appui de la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Naouri pour consolider les résultats engrangés durant cette année. Et nous allons en tout cas dans le sens de l'amélioration, vraiment utiliser l'insémination artificielle pour accompagner les femmes. Et ce que je pourrais encore ajouter, c'est vraiment la disponibilité des agents à toujours accompagner les femmes. Et tant que, en tout cas, PASMEP voudrait de notre appui, nous serons vraiment disponibles. Le préfet a été une réussite à Tambolo selon les initiateurs. Ils entendent donc élargir l'expérience à d'autres localités du Burkina Faso dans l'ultime but de favoriser l'autonomisation financière des femmes et partant leur émancipation. Ce projet est pour nous, disons, beaucoup plus une réalisation pilote. Donc un processus pilote qu'il faut dupliquer et nous pensons que si les moyens sont là, nous pourrons disons dupliquer ces bonnes pratiques-là dans d'autres communes, pourquoi pas. La PASMEP accompagne 20 groupements de pasteurs et d'agro-pasteurs dans le Naouri. Il intervient également dans 3 autres communes du Zundwego, Giba, Bindé et Béri. Médecine à présent pour terminer ce journal et direction le chantier du plus grand centre de médecine traditionnelle de la CEDEAO et c'est au Burkina Faso, un centre qui a reçu la visite des membres de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Natacha Ouedraogo. Des membres de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, sur les chantiers du plus grand centre de médecine traditionnelle de la CEDEAO. Présents à Ouagadougou dans le cadre du 9e congrès scientifique de la médecine traditionnelle et conventionnelle de la CEDEAO, ils ont profité pour en savoir davantage sur ce futur centre de référence de la sous-région. Parce qu'au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous avons fait de la médecine traditionnelle une de nos priorités dans le cadre de notre plan stratégique 2016-2020. Et nous nous réjouissons de voir qu'il y a des pays qui font des avancées très importantes. Donc il est important qu'on fasse de la médecine traditionnelle notre priorité
et faire la promotion de la médecine traditionnelle. Je voudrais me réjouir également de cet événement de cet après-midi, parce qu'avec ce que je vois autour de moi, ce sont des investissements très importants qui vont permettre à ce centre d'être un centre de référence en matière de formation dans le domaine de la médecine traditionnelle, mais de la recherche également. Sur ce pan, en termes d'infrastructure, au profit des acteurs de la médecine traditionnelle. Une première fois, j'ai visité tous les 15 pays de la CEDEAO, mais je ne l'ai vu nulle part. Un tel investissement. Nous allons visiter souvent ici, nous allons venir en stage, nous allons envoyer nos étudiants en stage, nous allons envoyer les guérisseurs en stage ici, parce que c'est un centre de référence pour toute la sous-région. Ce centre, financé entièrement par l'État burkinabé sur un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, est à un taux de réalisation de 82%. Le coordonnateur du centre espère donc l'appui de l'OAS pour achever les travaux d'ici mars 2018. Pays, mais nos attentes particulièrement pour ce centre-là, c'est que jusqu'à présent, c'est l'État qui a mis les moyens pour le construire. Alors il va falloir le faire fonctionner et évidemment, l'État a fait ce qu'il peut. Bon, il y a des aspects qui restent à être réglés et nous allons espérer pouvoir compter sur l'OAS pour nous aider donc dans le fonctionnement futur du centre et éventuellement dans certains aspects qui restent encore à régler. Le Centre de médecine traditionnelle et des soins intégrés de Ouagadougou a pour objectif d'améliorer la qualité de l'utilisation des soins de médecine et de pharmacopée traditionnelle. Ce centre bâti sur 3 hectares comporte 5 unités techniques, un jardin botanique d'environ 1 hectare, un marché de plantes médicinales, un auditorium et une annexe hébergement. Ce 22 décembre, un espace botanique CEDEAO a été inauguré. Et dans cet espace, un arbre de chacun des 15 pays de la CEDEAO est planté. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité renouvelée. Mais restez sur les antennes de BF1. Le programme continue.